Hello, everybody. We are still waiting one of our speakers. He should be here in a few minutes, but we will start anyway because we have other roundtables after. This roundtable will be in French because all of our speakers are French. However, you can ask for a headset to get the direct translation in English. Hello. So it wasn't calculated. So this roundtable is about the fashion market in Europe, Horizon 2030, Perspective and New Paradigm. And I will ask our speakers to introduce themselves in a few minutes. Marine? Bonjour. Oui. Bonjour, donc, je m'appelle Marine Jacquelin. Je suis entrepreneur dans la mode depuis plusieurs années et avant je travaillais en développement de collections prêt-à-porter. J'ai été incubée à l'Institut français de la mode dans le cadre de ma marque de prêt-à-porter qui s'appelle Aephorie et que j'ai lancée donc, en 2022 dans le cadre d'une campagne de crowdfunding. Et donc dont le concept est de créer un vestiaire qui est à la fois élégant et ajustable aux évolutions du corps des femmes, afin que ce soit aux vêtements de s'adapter au corps et non l'inverse. Et donc c'est grâce à des jeux de nouage, lassage et matière confortable que chaque pièce est pensée pour pouvoir s'adapter au corps et maximiser le confort au niveau du ventre. Et donc toutes les pièces sont confectionnées en France et à 99% à Paris, et à partir de stock dormant de maisons de luxe. Et ma deuxième aventure entrepreneuriale date de septembre 2023 avec Avant-Garde. J'ai cofondé cette société avec deux autres associés qui a deux axes, donc qui est à la fois un studio de production audiovisuelle assisté par intelligence artificielle et c'est également une plateforme B2B à destination des marques des industries créatives dont la mission est d'amplifier leur créativité, leur productivité et leur agilité pour les designers, les chefs de produits, les directions marketing et wholesale grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc la particularité de notre studio de production, c'est qu'on a développé nos propres technologies en interne où on peut entraîner des modèles par IA, des produits des marques, afin de les retranscrire dans des images assistées par intelligence artificielle. Voilà. Merci, passionnant. Guy ? Bonjour, je m'appelle Guy Pontal, je suis entrepreneur. Mon activité principale est la vente de services de digitalisation aux marques et aux entreprises. Cela peut passer par notamment la formation ou l'aide surtout dans le process de création de collection dont les buts principaux sont avoir un processus de création de collection beaucoup plus éco-responsable via notamment la technologie 3D, l'intelligence artificielle et les technologies de réalité augmentée, réalité mixte et réalité virtuelle. Parmi mes clients, je travaille main dans la main avec l'école S-Mode International, qui est une école qui a plus de 180 ans. Et donc c'est une mission qui me tient à cœur parce que ici on fait le mariage entre l'héritage et le futur. Nous avons notamment créé la classe qui se nomme MetaWare, où nous formons des jeunes étudiants à être les designers de demain et à pouvoir donc apporter à l'industrie tous ces bienfaits que la technologie peut nous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne le présente plus. Bonjour, je suis Louis Gérin, je suis donc un des directeurs artistiques des salons Texworld Evolution Paris, Apparel Sourcing Paris. Je suis aussi un des dirigeants et fondeurs du bureau de style 2G2L Paris, un bureau de tendance qui a la particularité de se focus sur le sens profond des esthétiques et des messages artistiques en tournant l'analyse vers l'humain avant de le tourner vers le consommateur. En fait, on considère toujours l'humain en tant qu'être humain, en tant que part
d'un grand ensemble vivant dans nos analyses tendances et dans les développements esthétiques, avant de créer des analyses marketing et orientées sur le business. Donc nous, on est vraiment sur la phase créative et esthétique des choses. Donc notre équipe est composée, comme traditionnellement, donc multidisciplinaire, comme dans toutes les agences de création, de journalistes, sociologues, également aussi un bureau de 3D Scotoma Lab, qui travaille aussi avec S-Mode Paris, on travaille aussi avec les écoles. Et voilà, après on s'occupe de nombreux clients dans les domaines particulièrement donc de la mode, de la beauté, de la cosmétique, donc tout l'univers étendu de la mode et de la décoration. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Delphine Durieux, je travaille pour une école de mode qui s'appelle IFA Paris, International Fashion Academy, et je suis coordinatrice des programmes de design. Et mon rôle, en fait, est au quotidien, de voir un petit peu ce qui se passe dans l'industrie et le monde de la mode pour pouvoir éduquer, ajuster nos programmes pour former nos étudiants plus justement, en fait, au futur et à leur futur avenir. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Valérie Caillez, je suis consultante indépendante, je suis spécialiste en stratégie et en innovation. J'ai un grand passé dans le textile, je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire, dès mon début de carrière, du plus mode au plus technique, dans un salon concurrent, entre autres, pendant 10 ans, et puis après dans des choses beaucoup plus liées à la recherche. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Je les aide à développer une certaine culture de la curiosité et surtout, je les aide à explorer le futur pour pouvoir innover aujourd'hui. Et entre autres, je suis pilote d'un groupe de travail au sein du Fashion Green Hub qui s'appelle Mode 2050 pour avoir avec mes acolytes, on est une dizaine d'entreprises, une quinzaine de prospectivistes, il y en a une là juste en face de moi, qui réfléchissons à ce que la mode pourrait devenir à horizon 2050 et un peu plus loin, non pas sur les formes et les couleurs, mais beaucoup plus sur modèle économique, production, consommation, comment on remet en cause finalement une grande partie du système pour pouvoir répondre aux enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui en termes sociétal, environnemental, économique, géopolitique, etc., etc. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Andréani, je suis le CEO d'IFA Paris, donc Delphine est ma collègue. Pour en dire juste un petit peu plus par rapport à ce qui a été présenté par Delphine, IFA Paris est une école qui a une quarantaine d'années à peu près, qui est présente sur 3 campus, un à Paris, un à Istanbul et un à Shanghai. Une école internationale puisque nous avons 89 nationalités qui sont représentées dans notre population étudiante. Outre les spécialisations en fashion design, comme en parlait Delphine, nous avons des spécialisations en fashion business et 2 nouveaux départements qui ont été ouverts à la fin 2019. Un département qui est axé sur la fashion tech justement, avec le développement d'un labo d'environ 400 mètres carrés avec des équipements divers et variés et aussi un programme d'incubation de start-up. Et le deuxième nouveau département qui a été créé à la fin 2019 est celui qui se focalise sur la mode durable. Donc, qui a été développé en collaboration avec une consultante qui travaille à l'UNESCO, qui s'appelle Hélène Gilles. Donc, nous travaillons actuellement sur le management de notre bachelor, développement mode durable, et nous avons beaucoup de collaborations avec les Nations Unies. En particulier le Bureau international d'immigration, ainsi qu'un partenariat avec une plateforme qui s'appelle UN Conscious Lifestyle and Fashion, avec laquelle nous travaillons donc sur un horizon à 5 ans pour répondre à une sélection de Sustainable Development Goals dans le cadre des programmes éducatifs. Merci. Donc, je précise que les salons ont un partenariat en gestation avec l'école IFA, sont partenaires de longue date de l'école S-Mode et aussi de l'AICP. Je n'en dis pas plus.
à suivre en juillet. Donc ma première question, en France, les marques de prêt-à-porter moyen et entrée de gamme sont en souffrance. On pointe du doigt la fast fashion, l'hyper fast fashion. Selon vous, ce nivellement vers le bas va-t-il se poursuivre dans les prochaines années et n'a-t-on pas atteint finalement une limite dans la dégradation des coûts? Que pensez-vous de cela? Allez, j'y vais. Alors, effectivement, c'est une problématique extrêmement préoccupante pour la mode. C'est vrai qu'on a observé particulièrement ces 6, 8, 10 derniers mois un redéveloppement intense de la fast fashion. On pensait avec tous les discours écologiques et de développement durable que la fast fashion et que la consommation de fast fashion allait s'amenuiser. On avait d'ailleurs analysé dans l'économie des baisses de 20 à 30% dans les chiffres d'affaires d'H&M, de Mango, des grands players de la fast fashion. Donc la décroissance en fait était amorcée. Les nouvelles dispositions légales en France avec la non-destruction des stocks ont été mises en place donc pour limiter ces consommations textiles et ce que j'appelle l'augmentation du tas de fringues. Donc ce gros tas de fringues dans le désert d'Atacama. Et du coup est apparu Temu et Shein et personne n'avait anticipé finalement, enfin pas personne mais on a cru que le consommateur allait de son plein gré abandonner cette consommation à bas prix, mais c'était sans compter sur l'intelligence artificielle, le marketing poussé, les efforts de la Silicon Valley et l'intelligence de millions de personnes mises dans les réseaux sociaux pour faire adhérer à ce concept qui a pris très rapidement en Europe, un petit peu plus tardivement en France, qui s'est développé donc aux États-Unis. On a eu une attaque très forte de Temu sur l'ensemble du monde. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des stratégies qui sont engagées par la mode, mais qui ne sont pas des stratégies de mode et de diffusion. Il faut bien comprendre que Temu, Shein sont plutôt du traitement de data. Aujourd'hui, Temu est dans une vente à perte. On estime que chaque commande envoyée par Temu représente un coût d'environ 30 € pour l'entreprise. Donc il s'agit en fait non pas de distribution à bas prix, mais de coûts de programmes d'acquisition de données et de data. C'est exactement la même chose, donc que ce soit Shein ou Temu. Donc ça, c'est une problématique. Le consommateur vient d'être averti de tout ça. Les commissions européennes sont en train de se pencher très fortement sur la véracité de ces opérations. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'opérations de vente ou d'opérations de récupération de data? Donc ça, c'est aussi un grand mix. C'est quelque chose que moi, personnellement, ce déport en fait, de l'activité économique qu'on avait observé dans le moyen haut de gamme. Je pourrais vous citer des marques comme Comptoir des Cotonniers et leur famille The Couples, etc., qui sont plutôt basés sur des modèles économiques qui sont plus basés sur l'acquisition immobilière que sur la vente de textiles et de prêt-à-porter. Donc c'est vraiment aussi des stratégies économiques qui sont très différentes, qui n'ont finalement absolument rien à voir avec la mode, mais qui se servent de l'appétence du consommateur pour la mode et des outils actuels de la technologie pour pénétrer la consommation et inciter à la consommation et à une consommation d'impulsion particulièrement, puisque c'est toujours des sommes non significatives, 4,98 €, 6,95 €. Voilà, on reste dans des... Donc là, tous les leviers du grand marketing, de la grande diffusion alliés à l'intelligence artificielle et au système de push des plateformes de réseaux sociaux ont été combinés pour créer donc, des systèmes. Est-ce que le consommateur va continuer là-dedans? Ça, c'est pas sûr, puisqu'en fait, ils se rendent compte qu'effectivement, les produits qu'ils reçoivent sont de très, 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 très basse qualité. Au niveau du textile, ça va être difficile de descendre plus bas, étant donné aussi que les conditions de travail des façonniers en fait, de ces plateformes sont très observées par les commissions européennes, l'Europe. Je pense que c'est quelque chose qui va en continuer malheureusement à progresser.
sur les 6, 8, 10 prochains mois avant d'avoir de subir en fait des scandales importants comme on a pu l'avoir dans la fast fashion avec le Rana Plaza précédemment. Il va y avoir forcément des grands reportages, il va y avoir aussi l'histoire du traitement des datas, que sont faites ces datas, voilà. C'est un petit peu, moi j'ai l'impression que la mode là-dedans est un petit peu instrumentalisée au milieu d'une guerre d'information globalisée en fait, et il faut bien voir que c'est plus des outils de propagande économique en fait, ou d'avancée économique stratégique carrément finalement d'entités immenses que vraiment des actions de mode à destination du consommateur. Je pense que le consommateur n'est pas vraiment considéré là-dedans en réalité. Merci pour ces éclairages. Valérie, vous vouliez réagir peut-être? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis vient de dire, bien sûr. Et je pense effectivement que pour s'en sortir, parce que quelque part, c'est aussi une concurrence déloyale, parce qu'il n'y a pas de taxes, il y a plein de choses sur lesquelles c'est extrêmement flou, on va dire. Ça montre quand même des virages qui n'ont peut-être pas été pris. Bien sûr, il n'y a pas de style, il n'y a pas de politique de style, de stratégie stylistique derrière ce type de marque. Mais aujourd'hui, une marque en face qui n'en aurait pas n'a pas les moyens de contrer ça, puisque finalement, il se bat avec la même stratégie sans avoir les mêmes armes. Donc ça va être un peu compliqué. Donc toute entreprise qui n'a pas un positionnement stylistique marqué, un positionnement éco-responsable marqué, un travail sur l'expérience client marqué, le fait de connaître finalement aussi tous les outils liés à l'IA et les capacités qu'on peut avoir à utiliser à bon escient la donnée, si on n'a pas tout ça, finalement, on n'a pas vraiment moyen de contrer les choses. Et je dirais que même quand on a tout ça, ça reste compliqué. Parce que derrière, on va être plus cher. Donc il faut avoir une vraie valeur ajoutée. Il faut vraiment créer une communauté qui va vouloir suivre le système. Sinon, on va se retrouver avec des gens qui, en plus, dans un contexte économique assez défavorable, vont privilégier le prix, même si le produit n'est porté qu'une fois. Alors bien sûr, la réglementation européenne va aider aussi, parce qu'à partir du moment où on a un passeport produit, à partir du moment où on interdit un certain nombre de choses en éco-conception, ces produits-là devraient disparaître. Mais au profit de quoi? Parce que c'est tellement d'argent que, par quoi ça va être remplacé? Très bien, donc merci aussi pour cette réaction. C'est vrai que la data, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Vous en savez quelque chose tous les deux aussi. Et ça peut être une stratégie. On apparente ça à du dumping, mais finalement, les startups sont nombreuses à se lancer sur du gratuit avant de faire un virage vers le payant. Parce qu'une fois qu'elles possèdent la data nécessaire et qu'elles ont acquis un large marché, elles sont un peu maîtresses. Je passe à la question suivante, mais si vous voulez ajouter des choses sur cette première question, n'hésitez pas à... Oui, moi je voudrais juste ajouter quelque chose parce que, et par rapport à ce que Valérie vient de dire aussi concernant le comportement du consommateur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications au niveau micro avec les interactions entre les différents acteurs, les outils, la data, etc. Mais je trouve que souvent, on ne se pose pas une question au niveau macro, presque d'un ordre sociologique finalement, parce que oui, donc on parle de Shine, etc. Alors on essaie, remontons d'un cran et parlons de Zara et H&M, parce que finalement leur business model il est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu au niveau des tendances qui marchent le mieux et on produit ça à meilleur prix parce que en gros ils ont une super supply chain et ils ont un bon contrôle de ça. Mais finalement, est-ce qu'on se pose la question au niveau des ménages, au niveau d'une maman, d'un papa, qui ont une pression hallucinante de la part de leurs enfants pour avoir, je sais pas moi, les dernières baskets. En même temps, je regarde mes baskets, mais c'est pas le meilleur exemple. Mais la meilleure basket à la mode. Et du coup, non, ils peuvent pas se le permettre. Et il y a l'alternative Zara, il y a l'alternative H&M. Donc, à ta question, Alice, finalement, est-ce qu'il va y avoir un nivellement par le bas au niveau des coûts
Je pense pas, parce qu'on est arrivé vraiment au rock bottom. Mais est-ce que ça va continuer? Bien sûr que ça va continuer dans un contexte d'inflation, dans un contexte de décision, de priorité des choix. Et on parle beaucoup des marques de fast fashion. On ne parle pas beaucoup, par exemple, des maisons de luxe. Où on a des collections. Alors moi, je n'arrive même plus à suivre. C'est-à-dire que moi, j'étais resté sur Autumn, Winter, Spring, Summer. Et là, il y a Cruise, il y a la Pre-Collection. Voilà, donc je pense qu'à mon sens, il faut vraiment pas élever le débat dans le sens où c'est un débat terre à terre, mais élever le point de vue et regarder aussi au niveau macro ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. On a tendance à véritablement diaboliser la fast fashion, et je suis le premier à dire que la fast fashion, c'est pas bien. Je vous ai fait un petit speech en disant que IFA Paris avait un programme sur le développement durable. Bien sûr, mais il y a vraiment d'autres composantes à regarder. Et plutôt que de se focaliser sur l'aval, focalisons-nous sur l'amont. Ça me ferait un pont pour la question suivante. Je vous passe la parole juste après, mais pour qu'on avance, parce qu'on parle beaucoup de Vinted comme étant un potentiel concurrent de cette fast fashion, puisque sur Vinted, on trouve des vêtements à bas prix aussi. Donc la seconde main est en plein essor, au point que certaines marques commencent à l'intégrer dans leur modèle d'affaires, donc COS, Sandro, Maje, Balenciaga, Aigle, Petit Bateau, pour en citer quelques-unes. Est-il possible que le vintage devienne la norme en matière de consommation de mode? Guy? En grande partie oui, mais pas que, finalement. Je pense que c'est un élément qui peut attirer de nouveaux prospects, de nouveaux consommateurs. Mais pour rebondir sur la question précédente, je pense que globalement, les habitudes des consommateurs ont changé, depuis notamment la pandémie que nous connaissons tous. Et d'un côté, donc, les consommateurs sont en recherche de produits, de marques qui sont beaucoup plus éco-responsables et sustainable. Donc là, on revient sur le vintage. Mais je crois que de l'autre côté, si les marques françaises en chute veulent rebondir, parce que les choses ne changeront pas si elles ne changent pas leur façon de travailler, elles devraient mieux écouter les consommateurs. Aujourd'hui, dans le luxe, on voit il n'y a plus vraiment de boutiques, il y a des musées. Et donc je ferai une citation d'un artiste, et je vous propose de deviner cet artiste d'ailleurs avant la fin du talk, sans votre téléphone si possible. Donc un artiste controversé américain qui disait, il y a déjà 45 ans, les musées deviendront les magasins et les magasins des musées. Et je pense qu'on a aussi ça d'un côté, c'est que les consommateurs vont soit sur Internet parce qu'ils veulent une expérience immersive, et donc là on en revient à la technologie, aux technologies 3D et d'immersion. Et d'un autre côté, les consommateurs veulent aller en boutique uniquement pour avoir une expérience exceptionnelle. Et donc on voit toutes ces marques françaises qui ont gardé en fait des habitudes qui ont plusieurs décennies. Et je pense que c'est un point aussi qui pêche. Voilà. Marine, peut-être? Oui, moi je pense qu'effectivement ça devient clairement la norme en matière de consommation de mode, et je pense que c'est assez générationnel aussi. Je vois beaucoup autour de moi en fait que c'est quelque chose qui est déjà bien ancré, que même trouver chiner une pièce vintage et l'avoir, il y a un peu un sentiment de rareté et en fait envie d'affirmer sa personnalité et d'avoir en fait des vêtements qui ne seront pas portés aussi par d'autres personnes. Et en fait, effectivement, ça, je pense que la seconde main, c'est quelque chose qui permet cette jouissance-là. Et au-delà de ça, je pense du côté marque, c'est un moyen en fait de faire connaître leurs produits, enfin d'adhérer du coup, de créer cette rubrique seconde main au sein de leur propre marque. C'est un moyen en fait de toucher une cible qu'ils ne toucheraient pas actuellement, mais qui leur permettra d'adopter un peu les valeurs de la marque, la qualité du produit, et pour demain être éventuellement de futurs acheteurs, mais de leur collection principale. Oui, merci. Oui. Alors moi, je voulais aussi rajouter que en ce qui concerne la seconde main ou le vintage, c'est vrai que les nouvelles générations, la génération Z, sont assez friands en fait de pouvoir consommer différemment, consommer en fait des marques, mais à plus bas prix. En fait, ce qui se passe, c'est que certains jeunes actuellement, alors j'ai envie de dire, c'est pas tous les
la jeune génération ont tendance à privilégier des produits de qualité meilleure pour justement pouvoir les revendre. En fait, parce que les jeunes aiment bien changer, avoir de la diversité dans leur vestiaire. Et c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils vont acheter de la qualité pour pouvoir les revendre plus facilement. Parce que c'est vrai que sur ce genre de plateforme, sur Vinted ou autre, on revend plus facilement de la marque que du Zara ou du H&M, où ça ne vaut pas forcément le coup. Oui, merci de me rappeler. Oui, Louis. Oui, Valérie. Oui, c'est quelque chose... pardon, excuse-moi Valérie. Non, ce que je voulais rajouter par rapport aux différents, c'est cette création. En fait, on a parlé de la législation européenne qui maintenant interdit la destruction de stock. Donc finalement, on est en train de créer un nouveau marché parallèle. D'ailleurs, on voit l'ouverture des friperies, des friperies qui disparaissaient, en fait, qui réapparaissent. On voit des nouvelles boutiques de seconde main. On voit, et on avait déjà vu et on avait déjà analysé que les déstocks de grandes marques en fait étaient des marchés parallèles des grandes marques, parce qu'il y a aussi ce phénomène qui existe, les magasins d'usine avec les collections spécialement conçues pour les magasins d'usine, les collections conçues spécialement pour les ventes privées sur Internet. Donc on avait déjà un pseudo marché parallèle qui existait. Aujourd'hui, on engage un deuxième marché parallèle du second marché quelque part. Donc finalement, les vêtements qui ont toujours été, c'est un petit peu le concept de la mode des produits frais, vont avoir vraiment ce traitement de produits frais. La collection de la saison immédiate, elle est fraîche et en fait 6 mois après elle peut partir à la poubelle. Aujourd'hui c'est plus à la poubelle, c'est dans un deuxième système. Alors ce deuxième système pour moi sur les vêtements du coup de fast fashion, d'ultra fast fashion, ça ne peut pas marcher puisque c'est pas des vêtements qui sont prévus pour durer, puisque c'est vraiment le concept de la reconsommation, comme on l'a dit, porter une fois, laver une fois, voilà. Donc là, il y a des éco-conceptions aujourd'hui à imaginer, même dans le déstock, pour pouvoir faire que ces vêtements soient quand même en développement durable, parce que c'est pas parce qu'on ne détruit pas un stock qu'il est plus durable finalement. C'est pas un objet pourri, il reste pourri, même s'il est vendu parce qu'il n'a pas été vendu. Ça change pas la nature des choses. Du coup, il y a cette création quand même d'une économie circulaire, comme le disait ma voisine Delphine, j'ai un petit triche derrière, ma voisine, oui c'est marqué devant moi en plus, Delphine, sur le désir, et c'est le mot que tu as dit, c'est la façon en fait de nouvelles générations qui veulent consommer différemment. C'est encore ce mot de consommation, puisqu'on est dans une société, il y a comme le disait Jean-Baptiste. Je suis nul avec les prénoms. On est vraiment dans il faut voir aussi ce qui se passe au niveau macroéconomie, où on est dans une société de consommation. On invite à la consommation. Les jeunes sont invités à la consommation. Les grandes marques, il faut voir ce qu'elles font aussi par rapport à ça. Moi, j'ai parlé des réseaux sociaux. J'ai parlé de comment les ultra fast fashion avaient pénétré les réseaux sociaux et s'en servaient aujourd'hui pour avoir leur business model. Il ne faut pas oublier que les premiers à avoir fait ça, c'est les grandes marques. Moi, je dis toujours, il ne faut pas oublier que Kim Kardashian est une employée de Monsieur Bernard Arnault, directement. Il ne faut pas oublier que Instagram, ce sont des pages de pub achetées de magazines de la même façon qu'on achetait des pages dans Elle et dans Vogue précédemment. C'est juste que ça n'a pas le même format, pas le même impact, et qu'en plus, on peut le quantifier beaucoup plus précisément. Donc, c'est magique pour un financier. Et la troisième chose, c'est ce phénomène qui est aussi organisé, ça il faut bien le voir, par les majors, parce qu'on parle des majors de fast fashion, mais en macro, qu'est-ce qui se passe au niveau du major de la mode? Nous, en France, on est censé être le pays de la mode avec nos grandes marques, nos deux grands groupes, LVMH, ex-PPR, qui est devenu Kering, qui d'ailleurs s'occupe de développement durable, mais qui, eux, ont créé des monopoles de marque, ont dévoyé en fait leur identité de marque pour en faire un commerce à haute dose. Un commerce à haute dose qui aujourd'hui, par la désirabilité, qui on le savait dans les années 90, avait été déporté sur la consommation d'accessoires et de produits dérivés. Aujourd'hui, cette consommation d'accessoires et de produits dérivés par les jeunes qui est hors budget, elle n'est plus hors budget puisqu'elle peut être revendue sur Vinted. Donc finalement, ce marché de la seconde main, par exemple avec Vinted qui est
principalement destiné aux marques haut de gamme, puisque le bas de gamme ne peut pas aller en seconde main puisqu'il n'est pas vendable, vu qu'il n'est plus de qualité. Et bien du coup, en fait, profite finalement à ces grandes marques. Donc c'est assez curieux de penser que le marché de la seconde main en fait profite principalement aux consommateurs en les aidant à arrondir leur fin de mois, alors qu'en fait dans le fond ça accentue et ça profite aux ventes des marques de luxe qui du coup peuvent vendre plus de produits, puisque des consommateurs qui ne pouvaient pas investir dans ces produits peuvent aujourd'hui investir pour le revendre, à tel point qu'il est conseillé aujourd'hui d'investir dans les sacs de prêt-à-porter de luxe plutôt que dans la pierre pour pouvoir faire des culbutes. Et c'est tellement bien fait et tellement organisé que mon voisin de gauche, Guy, en a parlé, c'est cette muséification de la mode. Vous voyez, c'est très récent, depuis 5 ans maintenant, sont apparus en France des grandes expositions événements sur des créateurs qui sont bien sûr décédés, mais maintenant des créateurs vivants, eh bien, en fait, qui n'ont pas vraiment qui sont créateurs de mode, c'est-à-dire qui font ce pourquoi la mode a été créée, c'est-à-dire faire avancer le monde, donner des nouvelles dimensions sociologiques, donner des nouvelles silhouettes, inventer des nouvelles matières, donner un nouveau souffle à la vie des gens comme Iris van Herpen le fait. C'est assez curieux qu'il n'y ait pas de boutique Iris van Herpen à Paris, mais qu'elle ait une exposition au musée d'art. Voilà, c'est-à-dire elle est créatrice de mode, elle crée une mode, elle crée quelque chose à porter, mais elle est muséifiée. Et ça, c'est très très important aussi. Les grandes marques comme Dior le font. Ils ont fait la grande exposition Dior, ils ont fait la grande exposition Saint-Laurent. Ce sont aujourd'hui maintenant, ce ne sont plus des entités marques commerciales, ils se sont autoproclamés quelque part. Non, et ils ont pu le faire aussi par des connivences économiques, politiques, il ne faut pas oublier ça. Et en France, on en parle suffisamment de la connivence politique de LVMH avec le gouvernement et l'implication aussi, l'ingérence en fait des deux parties l'un dans l'autre, puisque aussi, il faut bien dire que le luxe est le deuxième secteur d'exportation économique pour la France, ou un des premiers. Donc ça, il ne faut pas non plus oublier ce qui fait tourner la machine. Et du coup, ça crée voilà, une espèce de dichotomie chez le consommateur, où en fait, les grandes marques qui sont muséifiées deviennent des pièces désirables, alors que ce sont des pièces de consommation, dans un système d'ultra-consommation, en fait, qui est dévoyé par le système originel de la mode. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que j'ai dit, mais... Valérie, vous vouliez réagir ? Moi, je voulais réagir sur un point qui, derrière le mot seconde main, on pourrait aussi se dire quelles sont toutes les autres vies du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle seconde main, on se dit « Ok, j'ai le même produit, je le revends tel quel ». Mais déjà, tout à l'heure, on discutait, on se disait si on prend le mot vintage, déjà on lui donne un petit peu plus de valeur que de la seconde main, mine de rien. Parce qu'en seconde main, même si on dit que Vinted est censé nous vendre des produits de luxe, malheureusement, parce que son modèle économique est basé là-dessus, mais malheureusement, il vaut aussi beaucoup de fast fashion, donc ça ne marche pas du tout non plus. C'est un peu la limite de l'exercice. Mais surtout, c'est que ça ouvre la porte à d'autres solutions. C'est-à-dire, OK, on peut redonner une vie aux vêtements, mais on peut le faire évoluer, le transformer, le réparer. Donc on retombe dans la stratégie des 3 R, recycler, réemployer et réparer. Et à ce moment-là, on arrive sur d'autres initiatives qui vont enrichir et qui redonnent aussi une part de créativité finalement aux designers qui peuvent passer entre les deux. La veste de Jean-Baptiste en témoigne. Je pense qu'il peut le dire. Oui, c'est une veste upcyclée. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait par l'un de nos diplômés, exact. Et donc, justement... pardon. Je m'en excuse, mais j'aimerais répondre à cette question par une question. Est-ce que finalement, les marques, comme on l'entend, peuvent profiter ou profitent directement de la seconde main en termes de chiffre d'affaires direct? Ben oui. Je ne sais pas. Après, on parle également de... On a peut-être un point de vue qui est très européen. Est-ce qu'en Asie, qui est le premier marché mondial, notamment du luxe, est-ce que les clients consomment de la seconde main?
pour le coup, là, je le sais, avec des études de marché, non. Le client asiatique, voilà, veut du neuf, veut du nouveau, et il y a une sorte de revanche, voilà, culturelle, de rattrapage. Les fourrures éco-responsables sont refusées par cette clientèle-là. Donc peut-être qu'il faudra se poser la question, est-ce que l'aspect éco-responsable, seconde main, pardon, n'est-ce pas qu'un effet de mode, finalement? N'est-ce pas que du greenwashing? Je pense que Jean-Baptiste, qui connaît bien ce sujet, va vouloir dire quelque chose, parce que la Chine a traversé j'ai l'impression très depuis tout à l'heure d'être le rapidement, cynique de la bande, et en fait je suis ravi d'entendre ça. Non mais c'est vrai, parce qu'on a, alors déjà oui, en Asie, c'est certain, pour avoir vécu plusieurs années en Thaïlande, en Chine, etc. Par exemple en Thaïlande, l'immobilier, les consommateurs thaïs en général achètent de l'immobilier neuf, puisqu'ils n'aiment pas racheter quelque chose de la part d'un autre propriétaire, enfin bon, bref. Mais j'ai beaucoup entendu le terme désir, de la part de Louis, de la part de Delphine. Et je me souviens, il y a maintenant 22 ans de ça, quand j'ai présenté ma thèse finale en école de commerce, en fait, j'étais parti du postulat que la contrefaçon était un point d'entrée pour les marques de luxe et la consommation de luxe. Et que finalement, c'était pratiquement de l'auto-éducation des clients qui, en attendant d'avoir le pouvoir d'achat suffisant pour s'acheter un véritable sac Louis Vuitton, passaient par là comme étape intermédiaire. Et j'ai l'impression, mais ça c'est à vérifier, que la seconde main, c'est un petit peu devenu ça en fait, finalement. Parce que j'en parlais avec Valérie, quand on voit nos étudiants dans les couloirs de l'école et qu'on leur dit « Ah, c'est génial, ce vêtement de seconde main. » Yeah, it's vintage. Donc déjà, vintage, c'est le côté un petit peu plus luxe. Voilà. Et toutes ces plateformes vintage, vestiaires collectifs, en fait, on se dit que les gens vont sur ces plateformes, en particulier une nouvelle génération, et on peut se demander quel est le driver principal. Est-ce que c'est véritablement pour sauver la planète, ou est-ce que c'est parce qu'ils se disent « Tiens, mon premier Speedy Louis Vuitton, je vais pouvoir le toucher à 500 € en attendant de pouvoir acheter le dernier qui a été designé par Pharrell, quoi. » Voilà. Oui, et donc, d'ailleurs, il y a un documentaire sur Arte en ce moment assez saisissant sur des femmes d'affaires nigérianes qui essaient je ne sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un parmi vous, de faire du business en Chine avec la contrefaçon qu'elles revendent finalement après dans leur boutique. C'est assez intéressant. Donc ça m'offre aussi quand même un pont pour cette question de la tendance d'un point de vue vestimentaire. On a vu des tendances émerger, la maille qui va à tout le monde, qui est bien pratique, avec le sportswear, avec le Covid par exemple. Ce contraste aussi entre le moulant, l'oversize. Selon vous, comment devraient évoluer les habitudes vestimentaires dans les années à venir, devant et derrière les écrans de smartphone? J'ajoute cette mention parce que finalement, la question de la mode vestimentaire, c'est aussi la question des modes de vie. Donc vous parliez de votre marque à Euphorie qui s'adapte justement à un mode de vie et à un besoin de confort. Est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, tout à fait. Effectivement, moi, je pense que ça va évoluer vers le confortable habillé. Et c'est un peu notamment la tendance qui a commencé à émerger avec les confinements, où il y a eu beaucoup de télétravail et où du coup, il fallait être quand même, s'il y avait des visios, souvent on peut être bien habillé en haut et du coup avoir un jogging en bas et essayer de mixer les deux. Et c'était un peu aussi l'idée avec ma marque de prêt-à-porter qui était de souvent le plus confortable et rarement le plus féminin, élégant. Du coup, c'était pour ça qu'il y avait cette volonté d'associer les deux, de vouloir avoir une tenue qu'on porte aussi bien chez soi qu'en extérieur et que maximiser en fait ces notions de bien-être. Et donc, je pense qu'effectivement, la tendance va évoluer vers ces vêtements qui sont à la fois travaillés, élégants et en même temps très, très confortables. Oui, ça pose question d'ailleurs, cette association entre féminité et inconfort qu'on a faite dans quelqu'un. Moi, je suis assez d'accord avec Marine, mais je pense que ça faut remettre dans le contexte et je pense que ça dépend aussi si on se place en Europe ou
en Asie ou aux États-Unis. Et selon un peu le cadre de vie en fait, des personnes, c'est vrai qu'on a un mode de vie de plus en plus actif et on cherche en fait en permanence à aller vite dans tous les secteurs. Et c'est vrai que la maille et l'oversize permet cette amplitude de mouvement et permet justement d'aller plus vite. Mais je pense que c'est aussi, faut regarder aussi au niveau social. En fait, je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément. Tout le monde n'ira pas forcément sur cette philosophie, cette façon de voir et de voir les choses. Donc, faut remettre dans le contexte, je pense, un petit peu. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est vrai que la maille, le sport, parce que maintenant, il n'y a plus de frontières entre le sport et la mode. Enfin, voilà, maintenant, le sport fait partie de la mode. Il y a plein de marques de sport qui collaborent avec des maisons de luxe ou avec des designers. Mais je pense que pareil, je ne sais pas si ça va durer. Je pense que c'est pareil, ça répond en fait à un besoin actuel de notre façon de vivre. Moi, je rajouterais une chose, c'est qu'effectivement, il y a des moments de vie, puis selon les pays où on est, je suis tout à fait d'accord, on va pas finalement les habiller de la même façon. Mais je rajouterais aussi, si je pousse le curseur du temps un peu plus loin, des évolutions de la société qui peuvent nous amener à rester dans un confort. On va avoir toujours de plus chaud. Donc forcément, plus il va faire chaud, peut-être plus on va adopter des vêtements entre guillemets informels, parce que le formalisme d'un vêtement urbain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va être à plus de 75% à vivre dans des villes, donc on ne s'habille pas comme à la campagne ou comme à la plage, donc forcément, ça peut avoir une incidence. Donc se dire que les évolutions climatiques peuvent nous amener à avoir des vêtements confortables et des vêtements qui nous protègent. Parce que s'il fait chaud, il faut avoir moins chaud, certes, mais il faut aussi se protéger peut-être des rayons du soleil. Et l'autre évolution qui me semblait importante, c'est qu'on vieillit. Mais on vieillit vite. Quand je dis vite, c'est que si on regarde à horizon 2050, on aura doublé pratiquement le nombre de gens qui ont plus de 60 ans. Aujourd'hui, toutes les personnes âgées, elles sont invisibles dans la mode. C'est-à-dire qu'on habille des jeunes ou des grabataires. Entre les deux, ça n'existe pas. Et ces gens qui ont vécu tout ce qu'on vit en ce moment ne sont peut-être pas prêts à s'habiller comme une mamie, comme on la voit aujourd'hui, par exemple, et a peut-être envie aussi d'autre chose, parce que forcément, c'est un autre moment de vie. Avec un peu de chance, ils ne travaillent peut-être plus, ou en tout cas pas de la même façon. Ils ont peut-être besoin de confort, tout simplement parce que le corps évolue, etc. Et donc, je me dis qu'il y a aussi une évolution à envisager, parce que la population à habiller va bouger, en fait, dans l'absolu. Et ça peut avoir une incidence, effectivement, sur la mode. Et je ne peux qu'inciter la dernière Fashionia, la Fashion Week en IA, montrer des jolies mamies, bah, c'est sympa, voilà, c'est des choses nouvelles. Ça peut être bien aussi d'avoir des gens un peu différents. Peut-être un nouvel âge d'or de la charentaise du tablier. Il y a peut-être une sorte de revanche, peut-être même inconsciente des consommateurs, de nous tous, par rapport à l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore 100 ans, 50 ans, être bien habillé était le vêtement d'apparat. Surtout chez la femme, l'inconfort, mais également chez l'homme, si on pense au smoking ou au costume, si je veux rentrer dans le cliché du banquier. Aujourd'hui, on peut avoir 5 métiers dans une carrière, dans une vie, et on peut avoir une liberté d'être habillé, entre guillemets, plus à la cool. Et donc aujourd'hui, on peut se le permettre, et je pense qu'il y a cette revanche-là aussi qu'on veut se permettre. Après tout, qui sommes-nous pour dire ça? Aujourd'hui, on a des technologies comme l'intelligence artificielle qui peuvent justement nous permettre de sentir l'envie en fait, des consommateurs dans le futur, sur quelques années à venir. Oui. D'ailleurs, ces innovations technologiques et notamment l'intelligence programmée ou intelligence artificielle selon les écoles engendrent de nouvelles pratiques et de nouveaux usages. Comment vont-elles transformer la mode selon vous? Alors pour moi, ça va transformer la mode sur toute la chaîne de valeur, de la création jusqu'à la distribution.
Je peux vous parler un peu de ce qu'on fait avec Avant-Garde, notamment sur ce sujet-là. On commence déjà à travailler avec des marques de l'industrie française sur ces sujets. Donc, par exemple, sur la partie création de collection, on peut passer de l'étape d'un croquis à une image. Donc, par exemple, en tant que designer, on design son croquis et immédiatement, via notre plateforme, on voit notre croquis transféré en image. Parce qu'en tant que créatif, parfois, en fait, il y a un gap entre le croquis, on dépense en développement de collection et finalement, après, on a son prototype et finalement, il n'est pas conforme à ce qu'on voulait et ce qu'on avait imaginé à l'origine ou par rapport au papier. Donc, il y a déjà un gap par rapport à ça. Et donc, du fait de transformer son croquis en image permet de le visualiser sur un corps, de le modifier automatiquement en temps réel, c'est-à-dire de dire, OK, là, je vois du coup la robe que j'ai dessinée, je la vois sur la mannequin que j'ai souhaitée. Et en fait, la manche me plaît pas, elle est trop longue, du coup, je la veux plus courte. Et en fait, c'est un moyen de faire une balle de ping-pong entre l'intelligence artificielle et sa créativité pour accélérer en fait sa créativité. Donc ça, c'est pour la partie croquis jusqu'à l'image. Aussi, on peut par exemple nourrir notre outil d'intelligence artificielle par nos best-sellers, par les best-sellers de la marque. Donc en fait, dire voilà, ça c'est nos best-sellers actuels et l'intelligence artificielle va suggérer des idées de futurs best-sellers à partir des best-sellers de la marque actuelle. Par exemple, ça peut être également sur les produits reconduits de la marque. Donc, en fait, par exemple, voilà, le pull iconique de la marque qui se reconduit de saison en saison, on veut le visualiser en rouge, en bleu, en vert, un peu différent. En fait, on peut le concrétiser immédiatement par intelligence artificielle et le projeter dans des images photoréaliste et donc même avant même de le produire, le proposer via de la précommande ou si on a un système de production assez agile, du coup le proposer à ses consommateurs, voir comment ça réagit avant même de dépenser en développement produit là-dessus. Et au-delà de ça, pareil, aujourd'hui, les marques, quand elles créent des collections, il y a du vintage, on s'inspire, etc. Là, on peut aussi nourrir d'inspiration en fait, l'outil d'IA et en fait, ou même si on est une grande maison, avoir un peu tout cet héritage de la maison et en fait mettre en input dans nos outils en fait un peu toutes ces archives de la maison dans l'IA pour essayer de faire perpétuer en fait un peu infuser cet ADN vers des nouvelles idées créatives. Donc c'est un peu le bras droit du créatif et du coup il y a un peu l'intelligence artificielle qui va donner un peu des nouvelles idées et en fait ça ouvre un peu plus sa créativité là-dessus. Et l'autre axe aussi assez intéressant, c'est que sur la partie wholesale, en fait, quand on veut aujourd'hui développer une collection, le présenter à des acheteurs, et en fait tout n'est pas commandé et donc il y a énormément de gaspillage. Déjà, en coût, c'est très onéreux pour la marque. Il y a beaucoup de gâchis vestimentaires. Et donc, il y a la possibilité de créer un book de collection entièrement créé par intelligence artificielle, face, dos, le présenter aux acheteurs. Les acheteurs passent commande et derrière, uniquement ce qui est commandé est produit. Donc, je suis assez optimiste sur ces sujets-là des avantages de l'intelligence artificielle, car ça peut avoir un impact environnemental quand même assez intéressant sur ce sujet-là. Et sur la créativité, c'est assez fascinant sur tout ce qui est possible pour rendre les créatifs encore plus agiles, encore plus créatifs, productifs, et en même temps sur la partie aussi textile, comme on est aussi sur un salon de textile, on peut potentiellement scanner le tissu qui nous intéresse, le mélanger à notre idée créative et le voir immédiatement projeté sur une photo avec son tissu et son idée. Et donc, voilà. D'où votre présence dans les écoles. Et peut-être, Louis, tu voulais réagir sur ce point. Oui, c'est qu'il y a aussi, il y a énormément de possibilités qui sont ouvertes, notamment avec aujourd'hui des technologies qui sont encore à développer, à trouver. Je pense par exemple sur les marques de digital fashion. Effectivement, c'est du temps gagné aussi en production par rapport même au consommateur final, où on peut avoir aujourd'hui la mise en place d'avatars complètement à la mesure, ou en tout cas certaines marques ont déjà mis ça
en place où on peut créer son avatar à la mesure, essayer des produits virtuels avec son avatar virtuel pour éviter, commander ensuite le produit et le recevoir conforme à ses attentes au lieu d'avoir aussi, puisqu'on en a, pour refaire un petit retour sur les Vinted et aussi les ventes à distance, c'est vrai que dans cette consommation de seconde main, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute cette politique de retour. 40% des produits achetés à distance sont retournés, donc ça veut dire que du coup, en fait, il y a 150% de produits qui sont vendus à distance, ce qui est très étrange, alors qu'on voulait faire des économies de transport. Donc du coup, ça aussi, ça peut jouer là-dessus. Et moi, j'ai toujours plaidé à long terme, en fait, une espèce de technologie magique qui allierait en fait cette IA, le produit 3D et bien sûr l'impression 3D. Et je pense que c'est vraiment la finalité à un horizon que je ne peux pas dire, mais c'est de pouvoir commander le produit à la maison en ayant son imprimante 3D qui va vous conceptualiser le produit directement en skippant en fait la phase d'envoi. Vous avez de la matière première. Donc aujourd'hui, on a réussi grâce à l'IA, et c'est assez récent quand même, ça fait même pas 5 ans, à faire vraiment de la 3D réelle avec les effets de plissé, à dompter la matière en 3D, le textile, qui était finalement une des choses les plus difficiles à appréhender. Moi, j'avais parlé avec des gens de chez Dassault il y a 10 ans, ils étaient encore en train de travailler dessus avant que même Clos existe, où ils disaient on n'y arrive pas, on fait des moteurs d'avion, mais faire un sac à main en 3D, entre le poids, la déformation du textile, c'est trop de paramètres. On n'a jamais vu ça, donc quand des ingénieurs aéronautiques disent ça, on se dit ah ouais quand même. Du coup ça, on y est arrivé aujourd'hui, donc à mon avis, vu qu'aujourd'hui voilà, ils avaient fait d'abord les 3D pour les trucs durs et après ils les imprimaient en 3D, ça va arriver d'ici peu. Je vois aussi qu'il y a par rapport aux technologies d'impression, à ces nouvelles technologies, je vois aussi qu'il y a aussi un changement de paradigme vis-à-vis des fibres. On était dans les fibres naturelles énormément. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les fibres synthétiques. On n'est même plus dans les fibres artificielles, puisque finalement, avec la crise de l'énergie, la transformation de la matière première en fibres artificielles coûte trop cher. Du coup, il vaut mieux faire du synthétique direct. Ça, c'est aussi les politiques de prix. Mais on voit que finalement, les technologies de fibres synthétiques des années 70, qui nous ont fait bien sûr les polyamides, polyester, etc., aujourd'hui se tournent vers d'autres sources et nous inventent maintenant enfin des fibres minérales, des fibres à partir de déchets, des fibres à partir de... En fait, on peut faire finalement des textiles à partir de n'importe quoi tant qu'on arrive à faire une fibre. Les viscoses, qui sont aujourd'hui les fibres artificielles, elles ont des noms... à eux comme Modal ou Lyocell, mais finalement ça reste de la purée de quelque chose. Donc si on a du quelque chose et qu'on peut en faire de la purée et l'extruder, on peut faire un fil et du coup on peut faire un tissu avec. Donc à long terme, et comme je vois apparaître aujourd'hui ces nouvelles fibres de choses qui n'existaient pas, comme les mineral fibers qui rentrent aujourd'hui dans l'habillement et plus uniquement dans les grandes techniques. Je pense que ça, oui, couplé aux ces technologies, ça va faire évoluer sur encore une mode avec moins de déchets, en fait, puisque c'est ça le but, parce qu'on est un gros pourvoyeur de déchets. Je crois que Jean-Baptiste, vous voulez dire non? Si, mais... Valérie, Jean-Baptiste. Ok, moi je voulais juste en fait faire remarquer que on est tous un petit peu dans le partage et dans l'enseignement, donc dans la pédagogie, et je trouve que c'est super depuis le début d'entendre parler d'outils en termes de technologie, en particulier lorsqu'il s'agit d'IA, parce qu'il y a tellement de peur qui entoure l'intelligence artificielle, et ce que c'est que les generative designs, et que du coup, quid des designers dans le futur. Et c'est exactement ce que disait Guy, en fait, dans le cadre du projet avec S-Mode, c'est comment utiliser ces technologies pour arriver à transcender et faire vivre justement l'héritage français de la mode. Donc voilà, c'était juste ma petite remarque. Une intervention raisonnée. Et ben, je voulais compléter avec 2 éléments. Un dont on a parlé tous les deux tout à l'heure aussi. Plus finalement on réencapacite, entre guillemets, c'est pas beau comme mot, mais le designer en lui donnant la possibilité d'avoir une vue beaucoup plus large sur le design, le début du modélisme, les impacts environnementaux par rapport à l'IA, plus on lui donne un vrai job de designer.
Parce qu'en fait, dans la mode, on lui donne un job de styliste, un job de modéliste, et on lui donne rarement la vision complète du process. Et je pense que l'IA est une chance de redonner cette place aux designers. Ça, c'était une des discussions. Et je voulais ajouter sur les fibres pour Louis. L'IA a... Alors, au départ, l'idée, c'était pas de chercher des nouvelles fibres. Hein. Comme toujours, la plupart des fibres textiles, elles sont arrivées par sérendipité. Mais là, pour le coup, il y a eu une réflexion, une recherche aux États-Unis qui a fait qu'on a trouvé 800 000 nouveaux cristaux stables. C'est-à-dire des choses qu'on en utilise 46 000 dans le synthétique aujourd'hui. 800 000 produits où on a gagné du temps, c'est-à-dire au lieu de tester avec de l'expérience, on sait que ceux-là, si on les met, si on arrive à les synthétiser, il y a une chance qu'ils soient exploitables. Dans tout ça, alors c'était pour faire des superconducteurs, donc bien sûr ils ont trouvé plein de matériaux nouveaux, mais là-dedans il y a peut-être des matériaux super intéressants pour le textile, et on n'est qu'au balbutiement. Ils estiment qu'on a gagné 8 siècles de recherche. Je pense que c'est pas mal. Delphine, est-ce que vous voyez puisque vous êtes aussi enseignante mais Innovative Project Manager à l'IFA, donc j'imagine que vous êtes en contact avec des élèves qui sont probablement intéressés par ces technologies. Est-ce que vous trouvez chez eux des intérêts forts pour telle ou telle technologie ? Alors, un peu comme ce que disait Jean-Baptiste et aussi Valérie, dans notre école et notre cursus, on essaye de former les jeunes à 360 sur, bien sûr, sur l'héritage, sur le savoir-faire, parce qu'en fait, c'est fondamental de comprendre en fait comment faire un vêtement. La technique, j'ai envie de dire, ancienne, et aussi en incluant les nouvelles technologies. Donc on a pas mal, il y a pas mal de ponts qui se font entre la tradition et les nouvelles technologies. Et moi, en tout cas, ce que je peux observer sur les jeunes générations, c'est pas eux qui sont le plus forcément curieux ou le plus avare d'utiliser de nouvelles technologies. On a quelques étudiants, on a quelques startups que je suis qui veulent beaucoup, qui intègrent les intelligences artificielles dans leurs projets. Mais que ce soit nos bachelors ou nos masters, j'ai encore une majorité d'étudiants, malgré le fait qu'on intègre toutes ces nouvelles façons de faire, privilégie les façons traditionnelles. Donc c'est assez amusant à voir dans le monde actuel que les jeunes, certains veulent vraiment apprendre et conserver un héritage, un savoir-faire. Donc on est vraiment, c'est un peu pas en conflit, mais ouais, les jeunes ne sont pas forcément si curieux. Ils ont, comme le disait un peu Jean-Baptiste, et en fait, ils ont un peu d'appréhension par rapport aux nouvelles technologies. Guy ? Mon approche AS Mode internationale, je l'ai nommée de l'intelligence humaine. C'était aussi pour piquer et que les masters viennent aux conférences. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que, ok, l'intelligence artificielle est un outil, mais les étudiants pourraient s'en servir chez eux finalement. Donc ce qu'on leur conseille, c'est de se rapprocher encore plus de l'héritage et des artisans. Par exemple, quand on veut faire des photos de mode donc assistées par intelligence artificielle, on leur conseille d'aller voir des photographes, de pouvoir entrer quelles lentilles sont utilisées, quels luminaires sont utilisés. Lorsqu'ils veulent s'inspirer d'un créateur, au lieu de citer Giorgio Armani, il faut qu'ils aillent rechercher chez Giorgio Armani, 1000 points chez Giorgio Armani, quels sont les points qui, eux, les intéressent. Et donc, ça les force finalement à encore plus travailler qu'avant, j'ai envie de dire. Et donc voilà pour ce point. Sur la question, j'aimerais citer deux exemples de clients que je vis actuellement sans dépasser le secret professionnel. Il y a un exemple de client qui est un consortium sino-américain et qui vise le marché premium, voire luxe en Chine, Japon, Corée. Et donc en termes d'intelligence artificielle, je ne peux pas répéter ce que tu as dit, pour l'aide aux créatifs, ça c'est clair, mais également il y a une stratégie qui commence à se mettre en place et je pense qu'elle pourrait dans les années à venir se révéler intéressante et voire être utilisée sur le scope mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui
on demande aux marques de créer certes des produits physiques et achetables et consommables, mais 70% de leur créativité est digitale. En fait, c'est le nouveau système haute couture pour les marques jeunes et qui ne peuvent pas en fait s'offrir les défilés, etc. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la capacité de produire en 10 jours un produit que les consommateurs auraient aimé en analysant les datas. Donc en fait, on passe par le système des réseaux sociaux. En fait, combien de temps un client va rester sur une image? Est-ce qu'il va liker ou pas? Et du coup, on peut savoir en avance quasiment de combien d'usines on aura besoin pour la production d'un produit. Et donc, un défaut sur néanmoins l'intelligence artificielle pour nous, les créatifs, c'est que on peut créer des beaux produits visuels, mais derrière, qu'en est-il de la capacité de production? Et c'est en ça où nous, on complète l'intelligence artificielle par la 3D. Donc on dessine en 3D et on va ensuite finir la 3D, la rendre plus réaliste, notamment avec le visage de l'avatar, les fonds, etc., avec l'intelligence artificielle. Mais on doit absolument avoir la capacité de pouvoir produire extrêmement rapidement, notamment avec le patron, avec la 3D. Donc nous n'aurons pas le temps pour la dernière question qui concernait l'évolution de cette notion de beau dans la mode. Pour s'ouvrir peut-être à une plus grande diversité de corps, de types et de genres. Parce que je voudrais qu'on ait le temps d'échanger peut-être avec le public et que vous puissiez répondre à leurs questions si ça vous convient. Est-ce qu'on a des questions dans le public pour nos intervenants? Oui. On va vous donner un micro. Moi, j'ai une question technique. Entre le travail de Guy et le travail de Marine, comment vous utilisez, parce que j'ai vu un tout petit peu avant de venir ce que vous faisiez, les visuels sont absolument différents. Je veux dire, ce qu'on voit sur Marine, c'est une photo, c'est comme si c'était une vraie photo, quoi. Alors que le travail de Guy en 3D, on perçoit quand même que c'est un avatar. Donc, comment vous arrivez à faire... comment vous connectez 3D et IA par rapport à ce côté production qu'on doit ensuite assumer, justement? Peut-être... Oui, comme je l'ai dit, en fait, c'est vrai que ce client ne me permet pas de publier actuellement, pour le moment, les images qui sont faites donc à partir de 3 dimensions avec le logiciel Clo 3D ou Style 3D et qui sont ensuite finis, complétés. Pour la parenthèse, on s'est rendu compte, donc ce sont des tests qui sont faits sur environ 400 clientes, parce que c'est le marché féminin en tout cas qui est visé dans mon projet à moi. On a des retours, on a des datas en fait, c'est-à-dire que 400 clients sont invités dans 20 villes différentes dans ces 3 pays-là. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 53 dialectes. Donc c'est un travail lourd et les goûts ne sont pas les mêmes, les températures ne sont pas les mêmes, et même la taille en hauteur est différente en moyenne. Et donc du coup, c'est une richesse de pouvoir percevoir ces informations-là et dialoguer finalement avec un marché qui m'est extérieur. Et donc grâce à ça, on sait que les clientes sont freinées par le visage des avatars 3D. Donc ça, on le sait maintenant. Et donc, ce qui a été demandé par le client était de pouvoir avoir des visuels quasi photoréalistes. Donc, on a passé un été à tester des dizaines d'intelligences artificielles et pour pouvoir trouver un début en fait de recette. Et donc voilà, la recette elle est trouvée. Et donc, ça évolue toujours, hein. Le travail avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas avoir un outil et l'activer seulement, mais c'est aussi toujours être en recherche, toujours voir les évolutions. Il y a énormément de mises à jour, il y a énormément de concurrence. Et je dirais que c'est le tiers du travail de pouvoir trouver la recette qui, mois après mois, nous permet de répondre aux demandes de nos clients. Quant à vous, Marine, si j'ai bien compris, c'est plutôt un usage de l'intelligence artificielle dans la définition des prochaines collections que vous avez. Il y a 2 axes et en fait, on peut accompagner les marques d'une façon transversale sur la partie collection et sur la partie campagne marketing, où on a du coup déjà créé des campagnes pour les marques où on intègre, où on fait comprendre à nos outils d'IA le produit de la marque pour l'intégrer dans des visuels par IA sans faire appel à des fonds verts, à du photomontage, etc. Donc, ce qui permet de mettre son produit dans une infinité de possibilités. Et voilà. Il y a le trajet du virtuel vers le réel et du réel vers le virtuel. Et c'est vrai qu'on peut choisir de mettre en avant l'un, l'autre ou les deux. Et, est-ce qu'on a d'autres questions? Quelqu'un d'autre voudrait poser une question à nos... Non? Soyez pas timides. Bonjour.
Déjà, je voulais tous vous remercier pour... Je pose pas de questions. J'ai le droit de poser des questions. Du coup, ma question, c'était, on a abordé tous les types de marchés, en fait. On est parti de l'ultra fast fashion, la fast fashion, le moyenne gamme, le très haut de gamme, le luxe, la haute couture. On arrive au fashion bulga avec Shein maintenant et tout le reste. Donc, je voulais vous poser la question, où pensez-vous qu'on aille vraiment? Et est-ce que les modèles qui sortent aujourd'hui de consommation vraiment extrême, enfin, je veux dire... le twister, le tsunami de vêtements qui arrive, est-ce que vraiment va-t-il continuer ou est-ce qu'on va réussir à stopper l'hémorragie? Jean-Baptiste, peut-être, tout à l'heure, vous disiez que peut-être qu'on avait atteint le minimum du minimum. En termes de coût de production, oui, en termes de coût de production. De qualité. Après, je ne sais pas, honnêtement, parce que vraiment, tout dépendra de la situation économique. Je pense que tant qu'on aura une inflation qui sera rampante, c'est ce que je disais au départ, c'est très dépendant de l'environnement macro. Après, peut-être pour... j'esquive pas la question, mais juste pour donner une autre dimension à la question. Et du coup, ça me permet peut-être d'aborder un peu la question de beauté. On a beaucoup discuté du sportswear aussi en termes de tendance, donc bien sûr, parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris, etc. Et donc, il y a cet aspect technique, moi, qui me paraît très intéressant du sportswear. On parle par exemple des personnes qui sont plus âgées, qu'on voit en tant que mannequins, etc. Et on ne parle pas souvent de la mode adaptative, en fait, et des clients qui souffrent de handicap. Et je pense que ça, ce sera une tendance très intéressante à suivre. En 2026, on estime quand même le marché à 400 milliards d'euros. En termes de tendance, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait une super couverture du British Vogue en mai 2023 avec une activiste avec laquelle on a travaillé avec Delphine qui s'appelle Sinead Burke. Et donc ça, c'est très intéressant parce que je trouve que ça rassemble beaucoup d'éléments de la tech, du sportswear, le côté ergonomique aussi. Et je pense que c'est dans cette direction qu'évoluera la mode. Dépasser la peur en fait de ce qui n'est pas la majorité ou la norme. C'est ça. On avait et aussi se réapproprier son corps, parce que c'est un peu à ça aussi que sert la mode finalement. Merci pour cette réponse. Guy, malheureusement, je vais être pessimiste pour ma réponse, sauf si les marques arrivent à créer encore plus de sentiments de communauté basés sur des valeurs. C'est-à-dire que demain, on consommerait pas qu'une marque, mais des marques parce qu'on serait attiré par leurs valeurs éco-responsables, sustainable, et du coup, on consommerait moins de ce very low fashion. Je crois que ce serait peut-être l'une des seules solutions finalement. Et, oui, je voulais dire aussi apporter du service, en fait, que les marques apportent du service justement pour les consommateurs, parce que je pense que c'est là où il y a un enjeu. Donc, il y a des marques qui ont commencé à mettre ça en place, mais de pouvoir ramener le produit, réparer le produit, parce que souvent, en fait, même si... parce qu'on est un peu perdu, en fait, dans le flot d'informations avec tout ce qui se passe, et en tant que consommateur, parfois, on ne sait pas. Donc, je pense que... Voilà. Valérie, oui. Moi, j'aurais tendance Valérie à dire et Louis pour conclure, parce qu'après on n'a pas le choix en fait à terme. Si on est lucide, on doit arriver à baisser la consommation. Alors, ce serait mieux que ce soit volontaire plutôt que subi, parce que sinon ça va être compliqué. Et en même temps, il faut qu'on continue à avoir une mode désirable, parce que un truc qui est 3 vêtements grèges par an qui grattent, comme je le dis souvent, c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. Donc il faut qu'on continue à avoir ça. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut revoir en profondeur les modèles économiques. C'est vrai que si on vend moins de produits, il faut vendre du service. C'est vrai que si on n'a pas capacité à faire que du neuf, il faut travailler la réparation, la réparabilité, l'adaptation, le surcycling, tout ce qu'on veut, enfin qu'on puisse transformer. On n'a pas pensé non plus au partage. On ne peut pas acheter autant de vêtements, on les partage, on est plusieurs à les mettre, etc. J'ai juste un chiffre à donner, 70% des vêtements qu'on a dans nos garde-robes, on ne les porte pas. Donc je pense qu'on a de la marge. Merci.
Et Louis, pour Et conclure. moi, je voulais juste ajouter j'ai du mal, décidément. Valérie vient de parler de la dimension économique. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui va réguler, en fait, finalement, tout ça. Aujourd'hui, on est en train de vivre une crise de l'énergie intense avec les tarifs de l'électricité, du gaz, du pétrole. On a des problématiques d'approvisionnement de pétrole. On fait venir des vêtements de l'autre bout du monde. Il faut bien qu'ils y viennent d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, là, je l'ai dit en introduction, sur l'ultra fast, l'extrême fast fashion, on a des sociétés qui vendent à perte, ce qui n'est pas autorisé en Europe. Donc finalement, on a un effet de dumping, comme disait Alice. Mais c'est surtout, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à porter des vêtements qui ont coûté moins cher que le transport qui représente. Et du coup, on ne peut plus en tant que consommateur, et n'importe quel consommateur va, quand ça va vraiment, puisque les prix du pétrole et de l'énergie vont continuer à augmenter, ça va faire augmenter le prix des produits automatiquement. Et à un moment, voilà, le consommateur, il va bien se rendre compte qu'il paye 4 fois le prix, qu'il paye 35 € de transport et 5 € de vêtements, et que là, du coup, il y a un petit problème, puisque du coup, il veut consommer moins, donc du coup, il veut moins polluer, mais en fait, il pollue plus, il paye plus la pollution que l'ensemble. Donc c'est aussi ça qui est dans l'éducation, plus par rapport à... Certes, on ne porte pas 70% de nos produits, des produits qu'on a dans notre truc, mais où est-ce qu'ils vont aller, comment ils vont y aller, ça c'est surtout là. Moi je pense que c'est l'enjeu de l'ensemble, c'est vraiment le contexte économique, énergétique qui va nous driver là-dessus, quoi. Bien, merci beaucoup pour ces échanges passionnants que je vous invite peut-être à poursuivre avec le public. On se retrouve donc à 13h30 pour une table ronde intitulée « Pourquoi et comment communiquer sur son impact social et environnemental ? Why and how to communicate about its social and environmental impact ?» Merci encore et j'espère à très bientôt. Merci Alice. Merci beaucoup. Alice.